Bonjour, aujourd'hui je voulais parler de l'affaire Sarah Halimi. Déjà parce qu'en fait quand on a un vécu psychiatrique c'est toujours assez pénible d'entendre ce genre d'histoire de personnes qui pètent un plomb au point de tuer quelqu'un. Heureusement c'est relativement rare qu'une bouffée délirante provoque ce genre de choses, mais effectivement, effectivement certaines personnes peuvent être conduites à avoir des conduites violentes du fait de bouffées délirantes. Et en fait, dans cette affaire, il y a plusieurs choses qui m'ont qui m'ont un peu choquée et interpellée. En fait, c'est vrai que la présentation qu'en font les médias est quand même forcément un peu sensationnaliste en disant pas de procès pour le meurtrier, il l'a sauvagement tué, etc. Donc, que finalement c'est la drogue en fait, enfin que en gros c'est un drogué et qu'il a été responsable de prendre de la drogue et qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que il a été serait irresponsable pénalement. Donc en fait moi ce qui me choque là-dedans, évidemment moi je peux connaître que ce qui est rapporté de l'histoire, mais je vois déjà que en fait l'intervention d'hommes politiques et surtout du chef de l'État en fait, moi ça me choque déjà sur une affaire en cours et ensuite sur le fait que la justice est censée être totalement indépendante, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif, et le fait que Emmanuel Macron donne des injonctions comme ça à la justice, que ce soit justifié ou non, on va dire, bah pour moi c'est choquant parce qu'en fait, Emmanuel Macron aurait dit que justement il y avait besoin d'un procès pour un processus démocratique et tout ça, mais en fait finalement le fait que le pouvoir exécutif se mêle de la justice, c'est en fait l'apanage des dictatures, donc je trouve ça un peu contradictoire en fait. Enfin voilà. Et puis il y a aussi eu quand même d'énormes manifestations en temps de Covid. Euh, voilà, c'était impressionnant en fait les images de gens qui se massent. Enfin, ça a vraiment provoqué beaucoup d'émotions cette histoire, et ce qui est certainement compréhensible. Mais le fait comme ça de faire pression sur la justice et en plus de voir tous ces gens massés ensemble en temps de crise sanitaire, c'était assez surprenant, on va dire. Ensuite, là, il y a une autre chose dont j'aimerais parler, c'est le fait que, en fait, il y a eu quand même 7 experts psychiatres et ils sont tous tombés d'accord pour dire qu'il y avait responsabilité pénale. Et en fait, le fait qu'il y ait un tel consensus dans des affaires judiciaires, c'est vraiment rare. On sait à quel point, quand on a vu des psychiatres, à quel point ils sont jamais d'accord entre eux. En général, on a autant de diagnostics que de psychiatres. Et là, ils étaient tous d'accord et ils ont même parlé du fait que les troubles préexistaient certainement à la prise de cannabis. Donc j'aimerais aussi rappeler qu'il y a parmi les études en fait qui ont été publiées, j'ai vu à peu près dans celles que j'ai consultées qu'il y a à peu près 40 à 60% des personnes qui ont des troubles psychotiques qui sont consommateurs de cannabis. Et il y a évidemment aussi des consommations d'alcool, de drogue dure, etc. En fait, les troubles de type schizophrénie ou troubles bipolaires rendraient beaucoup plus sensibles aux addictions. Et en fait, il y a plusieurs hypothèses et cas de figure. Donc, soit le cannabis a déclenché une bouffée délirante chez quelqu'un qui avait une prédisposition à ces troubles. Donc ça, en tout cas, c'est le discours médical. Soit les troubles étaient déjà là, c'est-à-dire que la personne se met à consommer à cause d'une personnalité fragile et dépendante, ou parce que sa pathologie le pousserait à une prise de risque excessive. Par exemple, c'est un des critères pour je sais pas, les troubles borderline ou les troubles bipolaires. C'est justement des états comme ça où la personne se sent, est plus ou moins soit délirante, soit en tout cas elle n'est pas tout à fait elle-même. Elle se sent un peu surpuissante, elle a l'impression que la drogue va rien lui faire. Et elle se met aussi à avoir besoin comme ça compulsivement de consommer des produits dangereux pour elle. Donc déjà, est-ce qu'on est libre d'avoir consommé? Et puis enfin, c'est clair que de toute manière, une prise de cannabis, dans la très grande majorité des cas, ça va jamais déclencher ça. Donc cette personne ne pouvait pas vraiment être consciente
enfin, il allait devenir fou au point d'aller dans l'appartement de quelqu'un d'autre et de tuer cette personne. Par exemple, la prise d'alcool, on sait que c'est associé à plus d'accidents de voiture, mais donc c'est quelque chose qui est bien connu, bien identifié, et c'est pour ça que ça peut être une circonstance aggravante quand quelqu'un a bu et a pris sa voiture. Mais là, il fumait tout seul dans son appart, et puis bam, je pense que ça a dû le surprendre lui-même autant. Enfin voilà. En tout cas, c'était aussi pour poser la question de est-ce que cette personne était vraiment libre ou pas de savoir ce qu'elle faisait quand elle a consommé du cannabis, même avant d'en prendre. Et enfin, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on présente dans cette affaire le fait qu'il ne va pas aller en prison. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il va être libre? Bien sûr que non. En fait, il est fort probable qu'il va pourrir en unité pour malades difficiles. Et si la foule et la famille ont un besoin avant tout de vengeance, je pense qu'ils seront vraiment servis. Parce que je peux vous mettre en description des liens qui vous montrent ce qu'est une unité de maladie, pour malades difficiles. Déjà, moi, j'ai pas vécu ça, j'ai juste été en hôpital psychiatrique normal et c'était un vrai cauchemar et ça me, me traumatise encore maintenant. Et c'est aussi pour ça que quand j'entends des choses comme ça à la radio, bah ça ne fait que me rappeler ça. Je peux même plus écouter la radio tranquille. Mais ce qui est clair, c'est que l'unité pour malades difficiles, les gens sont enfermés, ils passent la, la très grande majorité de leur temps dans des chambres d'isolement. Et en fait, finalement, les médicaments servent de gardiens, c'est-à-dire qu'ils assomment tellement les gens qu'en fait, ils peuvent juste plus rien faire à part baver et prendre des médicaments et manger et dormir. Et voilà, donc ça veut dire que c'est un peu une prison un peu plus propre, mais où tu peux pas vraiment te concentrer ni pour regarder la télé, ni pour lire, ni pour faire des études. Bref, tout ce qui peut amener un peu à la rédemption entre guillemets des gens en prison, bah en unité de malade difficile, c'est en général très compliqué. Donc voilà. Et je pense que même si certaines personnes après vont aller regarder ces documentaires, enfin ces reportages, etc., je pense que quand on n'a pas vécu ça, on ne peut même pas se rendre compte de ce que c'est. On voit juste des gens qui sont un peu assommés, on ne se rend pas compte à quel point les effets secondaires de ces traitements sont violents. Et j'imagine que s'il n'a pas été présenté au procès, c'est certainement qu'il n'est pas du tout apte à venir devant une cour et à expliquer ce qu'il a fait. Que ce soit sa pathologie, les traitements qu'il prend. En tout cas, si c'était juste une bouffée provoquée par le cannabis, c'est clair que bah, ça se serait stoppé et puis il pourrait venir au procès. Là, visiblement, il a été clairement dit par les psychiatres qu'il était toujours dans un état pathologique et qu'il s'était pas remis. Donc il y avait certainement un autre souci derrière. Et voilà, donc cette histoire voilà, est très passionnelle et évidemment on peut très bien comprendre la réaction de la famille, tout ça, mais alors le fait que toutes les personnalités là donnent leur avis, disent à la justice oui il faut réformer la loi, mais je sais pas qui, Bernard-Henri Lévy, je sais pas, enfin tout le monde, mais sans connaître son sujet en fait. Alors moi je peux dire que je connais pas beaucoup de choses de cette affaire-là, même si j'ai regardé, j'ai même entendu enfin tous les avocats et tout ça, enfin que j'ai entendu ou que je connais disent qu'il n'y a pas eu de vice de procédure, que c'est normal, qu'en fait finalement la justice n'est pas forcément juste aussi. La justice, son boulot c'est d'appliquer la loi et que la loi a été appliquée. Et après c'est très froid de dire ça, mais c'est une réalité. Après dire est-ce qu'il faut changer la loi pour une affaire comme celle-ci, moi c'est vrai qu'avec mon regard de quelqu'un qui connaît un petit peu le monde psychiatrique, les personnes qui le fréquentent, bah, j'ai été agressée par des personnes, des patients en psychiatrie, pas tellement plus que dans la rue en fait. Enfin, j'ai été agressée sexuellement plusieurs fois dans ma vie. La grosse différence, c'est qu'effectivement, un patient qui t'agresse, quand j'étais en hôpital psy, voilà, ça m'est arrivé. On voit en fait que la personne, elle n'a pas du tout conscience de ce qu'elle fait
Et je vous assure que, enfin, même pour moi, ça m'a pas fait le même effet parce que, enfin voilà, quand tu vois que la personne en face, elle est vraiment, enfin, c'est pas de sa faute entre guillemets. Je sais pas, quelque part ça allège aussi ta propre souffrance ou ton, enfin, je sais pas comment dire ça. Voilà.